me tourne vers vous. Les Iraniens ne relâchent pas la pression. Non, et d'autant que sur les 3 premiers jours de la guerre, on avait un effondrement du nombre de missiles et de drones tirés depuis l'Iran, et sur les 3 derniers jours jusqu'à aujourd'hui, le nombre d'attaques remonte. Aujourd'hui, on estimait au début de la guerre à 3000 le stock des missiles balistiques iraniens. Et d'aucuns disaient, on a détruit les 2 tiers, ils n'auront plus de capacité pour tenir une guerre longue. Or là, le seul pays d'Israël s'est pris 700 missiles abattus pour 95% d'entre eux par l'Iran. Et là, dans les prochains jours, il y a un risque qu'on se reprenne des attaques les plus violentes parmi le début de la guerre. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'ils arrivent à produire en permanence ou ils ont un stock caché? Ça veut dire qu'ils ont non seulement réussi à protéger une partie du stock, et sans doute qu'ils ont réussi, par exemple, à réorganiser en fait la manière dont ils tirent. Et certains Américains disaient, par exemple, que à défaut d'avoir conservé la plupart de leurs gros lanceurs, ils arrivent à pouvoir tirer rapidement et à se replanquer dans des abris fortifiés, avec certes des lanceurs moins grands que ceux qu'ils utilisaient au début de la guerre, qui ont été détruits massivement par les Américains et les Israéliens, mais ils ont encore assez de capacité de nuisance. Ils ont perdu la plupart des lanceurs, mais ils en ont encore assez pour faire des frappes de 20-30 drones de la même journée. Missiles, pardon. Certains avaient dit au début de la guerre que les Israéliens auraient du mal à entretenir leur dôme de fer, alors que les Iraniens pourraient accélérer la cadence des tirs. Vous voyez ça comme ça? Alors le dôme de fer, c'est pas celui qui est le plus proche de la saturation, c'est plutôt la couche supérieure, c'est-à-dire les systèmes Arrow 3 ou encore Fonte de David, où là on est dans des couches un petit peu plus hautes. On est sur un système militaire, là. c'est un système multicouche avec 3 niveaux de hauteur, et là les missiles les plus onéreux et les moins, on va dire, les moins nombreux de l'arsenal iranien, c'est plutôt pour intercepter les couches hautes. Et là, les Israéliens pourraient commencer à manquer de missiles. Et le système laser testé au tout début n'est pas du tout opérationnel à grande échelle. Non, pas à grande échelle. Mais pas pour les missiles balistiques pour le coup. Voilà, en plus, d'ailleurs, il est plus pertinent pour les drones, d'ailleurs, le Iron Beam. C'est intéressant parce qu'on connaît maintenant, pour certains de nos téléspectateurs et téléspectatrices, la stratégie de la défense, enfin de l'attaque plutôt en mosaïque iranienne. Là, vous nous avez illustré ce qu'est la défense en oignon avec plusieurs couches. Ah oui. Visiblement israélienne. Non, mais ça permet un peu de se figurer les choses. Mais simplement pour rebondir, c'est vrai qu'on constate non seulement qu'en réalité, depuis 2-3 jours, les Iraniens tirent plus de missiles, alors pas dans des proportions qui sont quand même incroyables, ils tirent plus d'essaims de drones. On constate également, et là c'est une question que je voudrais vous poser à tous les deux, qu'en réalité un certain nombre de ces drones passent de plus en plus les défenses antiaériennes du côté des pays du Golfe. Est-ce que ça veut dire qu'on commence à manquer d'intercepteurs? Ça, je sais pas ce qui peut expliquer ça, mais en tout cas ça veut dire qu'il n'y a toujours pas de système efficace sur les attaques de drones Shahed par exemple, ce qui est encore une fois moi je trouve très surprenant à l'époque où a lieu cette guerre. Et puis les Américains commencent alors eux-mêmes à pointer du doigt le fait qu'il manque de munitions sur zone à horizon 15 jours, et donc ils commencent à réabonder. Pour prendre un exemple, les Américains ont retiré de la péninsule de Corée un système THAD, là c'est de la défense aérienne très haute altitude, pour le mettre au Moyen-Orient, donc ils dégarnissent d'autres fronts pour réabonder le Moyen-Orient, et de l'autre côté, faut pas oublier que l'armée française, l'armée de l'air, intercepte des drones et des missiles qui pleuvent tous les jours sur le ciel émirati. On commence à manquer de munitions RR, parce que nous, on va pas abattre tous les drones avec des missiles à 800 000 euros. On en a battu beaucoup, nous les Français? On n'a pas donné de chiffres, mais on le fait presque tous les jours, et les Émiratis sont satisfaits, donc ça veut dire qu'on en a abattu beaucoup. Guillaume, j'ai une question pour vous Guillaume, parce qu'on était dans le ciel, très haut dans le ciel, là, avec Aurélien Duchesne. Si on revient sur le plancher des vaches, la nouvelle de ce matin, qui est que le porte-parole des gardiens de la Révolution a été tué, ça change quelque chose, ou là encore, c'est un système, comme vous le disiez, en oignon, c'est-à-dire on en élimine un, il y a son adjoint qui va prendre la place, et puis son adjoint de l'adjoint, et puis l'adjoint de l'adjoint de l'adjoint. Si on se rapporte aux simples déclarations publiques, notamment celle du ministre des Affaires étrangères iranien, M. Arakchi, il dit que quand vous éliminez un cadre, de toute façon, il y en a un autre qui vient le remplacer quasi dans la seconde. On a également dit que ça faisait 47 ans, en réalité peut-être une vingtaine d'années, que les Iraniens se préparent à cette guerre. Moi, je ne sais pas à quel moment sera atteint ce fameux point de rupture, mais je me dis simplement qu'on est en train de vivre aussi du côté iranien un fossé générationnel. Vous avez toute la génération, les vieux, les classiques, qui ont profité en réalité de ce que leur a apporté la révolution islamique de 1979, qui eux, en réalité, ont connu le meilleur et sont peut-être prêts à mourir pour le pire, dans la mesure où ils ont connu le meilleur. Et puis vous avez les jeunes qui arrivent. Sont-ils prêts à s'engager dans un conflit? Il y a un trésor de guerre quand même. Hein, oui, mais qui sera encore éternel. Et
et qui en réalité grèvent l'avenir de ce pays. Là aussi, il y a une question à se poser. Je pense que l'angle générationnel, il est à observer de près. On a vu M. Laridjani qui avait été éliminé. On a entendu que le ministre du Renseignement avait été éliminé. On a vu Ramenei Per qui avait été éliminé. Mojtaba, on ne sait pas où il est dans la nature pour le moment. On n'a pas entendu le son de sa voix, on n'a pas vu son visage. Ça indique quand même quelque chose de cette capacité de renouvellement. On peut dire publiquement, oui, on renouvelle, il y a systématiquement un nouveau cadre qui apparaîtra. Mais pour le moment, en réalité, ça indique qu'il y a peut-être, comme le disent certains des Israéliens avec lesquels on peut échanger, quelques fissures qui commencent à apparaître. Alors Aurélien Duchesne, vous le disiez, on annonce des nouvelles troupes du renfort qui arrivent bientôt dans le Golfe. Alors, troupes au sol ou pas troupes au sol, écoutez Donald Trump, écoutez le président américain. Avez-vous l'intention d'envoyer des troupes ou des renforts dans la région? Non, je n'envoie pas de troupes, et si c'était le cas, je ne vous le dirais certainement pas. Alors, des milliers de soldats supplémentaires en route, un groupe amphibie complet, une rallonge budgétaire, parce que la guerre, ça coûte 2 milliards de dollars par jour. Le Pentagone a demandé quand même 200 milliards de rallonge au Congrès US pour couvrir les dépenses liées à la guerre en Iran. Bon, et le président qui martèle, il n'y aura pas de troupes au sol. Promesse américaine ce matin, ça ressemble de plus en plus à une ligne rouge assez élastique quand même. Quand on voit les renforcements annoncés à Bel, par exemple l'USS Tripoli, qui part du Japon pour avoir 2500 Marines prêts à attaquer les côtes, ça me fait un peu penser, vous savez, les pistolets dans les pièces de Tchekhov. Ils sont sur scène, il faut qu'ils servent jusqu'à la fin quand même. Donc là, Trump dit qu'il n'est pas question d'envoyer des troupes. Sauf que faut se rappeler que 10 jours avant l'attaque contre l'Iran, il disait que c'était pas du tout ce qui était sur la table et qu'il voulait juste mettre un petit peu de pression pour négocier. Ça rappelle l'Ukraine, vous vous souvenez, Gwendoline, ces troupes qui se passaient à la frontière, et puis on disait bah non, mais rien du tout. La leçon quand même, c'est que quand il y a un build-up militaire pareil, quand on envoie un deuxième porte-avions, a priori on n'est plus dans quelque chose qui a pour but de faire avancer une négociation. Faut quand même pour que les téléspectateurs se représentent 5000 hommes, c'est près l'équivalent de toute l'opération Barkhane au Sahel qui est envoyée en renfort, donc c'est pas non plus des petits moyens. Mais par rapport à l'Irak 2003, c'est pas du tout comparable. Oui, bien sûr, mais les objectifs sont évidemment pas les mêmes, mais il a aucune raison de s'interdire cette option. Et voir, honnêtement, ça va être compliqué de faire sans. Par ailleurs, il faut aussi préciser quelque chose pour les Américains et les Israéliens qui perdent pas de vue et dont on parle un peu moins, c'est que c'est très important de voir ce qui va se passer dans la phase 2 de cette guerre, c'est-à-dire quand les bombardements se seront arrêtés. Et quand les bombardements se seront arrêtés, ni les Israéliens ni les Américains considèrent que la guerre se sera totalement arrêtée. Ils ont besoin de voir ce qui va se passer sur le terrain. Alors on dit un peu génériquement manifestation, mais c'est un peu plus que ça. Ils ont besoin de voir ce qui va se passer. Ils mettent en place des choses pour cette seconde phase. Et ça va être aussi quelque chose de très important. Merci Gwendoline. On prend la direction de Beyrouth maintenant pour retrouver nos envoyés spéciaux Xavier de Giacomoni et Morgan Pope, puisqu'il y a de nouvelles frappes au sud Liban, Xavier. Oui, le sud-Liban, toujours sous les bombes israéliennes. Cela fait plusieurs jours que cela dure et on assiste effectivement, cette nuit, ça a été vraiment un pilonnage assez fort sur les positions du Hezbollah, sur toutes les infrastructures. Alors les infrastructures sont bien évidemment les lanceurs de missiles, les lanceurs de roquettes, les dépôts d'armes du Hezbollah, les rassemblements de troupes dans tout ce sud-Liban, mais aussi les ponts, les routes qui permettent à la milice islamique de ravitailler ses troupes sur ce qu'elle considère être son front contre Israël. La nuit dernière, le Hezbollah a d'ailleurs lancé des roquettes sur plusieurs villes israéliennes, Kiryat Shmona par exemple, et les Israéliens répliquent, engagent aussi des troupes au sol. Le but pour les Israéliens, ce serait de faire une zone tampon sur 35 à 40 km. Ça fait 50 à 60 ans qu'ils veulent le réaliser à nouveau pour s'assurer qu'il n'y ait plus de frappes de roquettes ou de missiles sur les villes du nord d'Israël. Cela continue et d'après les Israéliens, cela ne s'arrêtera pas tant que le Hezbollah n'arrêtera pas lui de lancer ses roquettes et ses missiles. Vous voyez, c'est une sorte de cycle infernal. En revanche, ce matin, pas de frappe sur Beyrouth pour le moment. Merci infiniment Xavier de Giacomoni avec Morgan Pope pour vos spéciaux au Liban. Je suppose, David, que vous allez en reparler dans Carte sur table avec Doucan. Nous, on se retrouve lundi 9h. Bon pied, bon oeil, bon week-end sur LCI. Bonjour David. Bonjour et bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous
si vous nous rejoignez, la noria de drones et de missiles continue de s'abattre sur les sites de production de pétrole et de gaz, sur Israël également. Ce matin, c'est au Koweït que l'or noir brûle. Hier, c'était au Qatar et il faudra jusqu'à 5 ans pour réparer la plus grande usine de liquéfaction de gaz naturel. En Europe, les prix à la pompe continuent de grimper. Les traders du marché de l'énergie sont en panique. Pendant ce temps-là, un F-35 américain a été touché. Les Iraniens revendiquent le coup. Et plus que jamais, le scénario de l'envoi de troupes américaines au sol est pris au sérieux. Voilà où nous en sommes. 21e jour de guerre au Moyen-Orient. Nous vous racontons ce conflit avec nos envoyés spéciaux déployés dans la région. Nous vous expliquons ici en plateau avec les meilleurs experts. Nous allons partir tout de suite en Israël parce que regardez ces images. Regardez ces images, elles datent de cette nuit. Nous sommes au nord du pays. C'est la ville d'Haïfa qui est prise pour cible par un missile à sous-munitions. Vous allez les voir apparaître. Le projectile, vous le voyez lumineux en haut à droite de votre image, et les sous-munitions qui se dispersent. Et c'est bien cet armement en particulier qui fait que depuis peut-être une petite semaine, les défenses aériennes israéliennes sont perforées. Et de plus en plus de missiles, de projectiles touchent leur cible sur l'État hébreu. Nous rejoignons Betsabé Salem, qui est en direct pour LCI depuis Tel Aviv. Betsabé, hier, Benjamin Netanyahou déclarait que le conflit se terminerait rapidement. D'ailleurs, les traders des marchés de l'énergie dont je vous parlais à l'instant ont pris la nouvelle avec plaisir. Mais la réalité, vous, sur le terrain, c'est que les sirènes d'alarme se multiplient. Vous continuez de vivre, en réalité, au rythme de ces sirènes. Oui, d'ailleurs, une toute petite précision sur ces déclarations de Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire que quand il s'est adressé à la presse étrangère, il a dit effectivement que cette guerre se finirait plus vite que prévu, mais dans la version en hébreu, il a dit que cette guerre se poursuivrait aussi longtemps que nécessaire, rejoignant les propos et les déclarations du Maccabi, de l'armée ou encore du ministre de la Défense Israël Katz ces derniers jours. Alors effectivement, les tirs de missiles se poursuivent. Ce matin, plusieurs alertes ici à Tel Aviv. Vous pouvez voir derrière moi les champs qui sortent d'une station de tramway souterraine. En fait, 3 ou 4 allers-retours déjà depuis le petit matin, puisqu'à chaque avertissement, à chaque sirène, les gens qui se réfugient donc dans cette station, à savoir que selon les dernières informations dont on dispose, à Rehovot, qui est une petite ville du sud, au sud de Tel Aviv, pas une ville si petite que ça, d'ailleurs une ville du sud de Tel Aviv, eh bien il y aurait un impact direct sur un bâtiment. On n'a pas plus d'informations pour l'instant, on ne sait pas s'il y a des blessés, mais en tout cas on voit bien ces derniers jours l'Iran qui accélère le rythme de ses tirs de missiles, et donc il y a ce fossé entre les déclarations de Netanyahou selon laquelle eh bien, les productions de missiles a été arrêtées, ce qui est possible, mais en tout cas sur le terrain on voit bien l'Iran non seulement possède des missiles, mais il compte bien les utiliser contre la population israélienne.